Bienvenue, mesdames et messieurs, dans Politicia, votre rendez-vous politique. Plusieurs économistes et observateurs le clament. Le Rwanda se porte bien, très bien. Un taux de croissance annuel moyen de 7,5% depuis 18 ans. Une dette représentant seulement 40% du produit intérieur brut, l'école gratuite pour tous les enfants, une couverture maladie universelle effective pour tous. Et il est dirigé par un homme, Paul Kagame. Certains l'admirent et veulent s'inspirer de son modèle de gouvernance. D'autres plutôt, d'autres en revanche sont réservés. Alors, le succès rwandais, miracle ou mirage? Peut-on exporter le modèle rwandais? Peut-on s'inspirer du Rwanda? Trois invités avec moi pour en parler. Jean-Noé Muyigerwa, vous êtes juriste, grand soutien du président rwandais Paul Kagame. Merci d'avoir accepté notre invitation pour parler du Rwanda. C'est moi qui vous remercie. Kawin Maïzo, un grand routier de Politicia, journaliste, analyste politique. Merci à vous également d'avoir accepté notre invitation. Merci Richard. Quand on parle de gouvernance et de l'état de droit, Brice Nzamba, toujours son mot à dire, il est avocat au barreau de Paris. Merci maître d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie Richard. Il dirige le Rwanda et demain de maître depuis 18 ans, réélu en 2017 avec 98,7% des voix. Il dit n'avoir de leçons de démocratie à recevoir de personne. Mais qui est Paul Kagame et comment se porte le Rwanda sous son règne? C'est un sujet portrait de la rédaction signé Graziella Chakumte. Il intimide, impressionne, charme et convainc. On le dit austère, il parle peu, pèse chacun de ses mots, mais travaille beaucoup. Du moins, c'est ce que disent ses admirateurs. À 61 ans, Paul Kagame est le maître absolu du Rwanda et dit ne conseiller à personne de se mêler des affaires internes de son pays. Mais qui est cet homme qui inspire méfiance autant qu'il peut séduire? Et comment se porte le Rwanda sous son règne? Décryptage. C'est sur les cendres d'un génocide que Paul Kagame, alors vice-président, prend les rênes du Rwanda en 2000. Un génocide qui a décimé 15% de la population en 100 jours. Convaincu que les médias en sont pour beaucoup, il instaure une censure stricte des journalistes et crée le délit d'offense à la personne du président de la République. Notre pays a souvent été connu sur le plan mondial pour de mauvaises choses. Mais aujourd'hui, notre particularité est que nous avons pu changer le cours de l'histoire. Nous avons ramené la paix et l'unité. En 2 mandats, l'homme va hisser son pays au rang des bons élèves en matière de gestion et de gouvernance avec une économie florissante. Une économie fortement numérisée qui connaît depuis 2000 un taux de croissance annuel de 7,5%. La pauvreté et les inégalités ont fortement baissé et la dette publique restait contenue à 40% du PIB. On parle même de miracle économique, un miracle qui a changé le visage du pays des 1000 collines. Je suis hors de mon pays depuis 1994, donc ça fait 24 ans. Alors, une fois, l'invitation de monsieur, son Excellence Paul Kagame s'est présenté au Cameroun pour les jeunes qui veulent aller voir le Rwanda. Alors j'ai dit, mais depuis là, moi, je ne connais pas mon pays, je me reconnais être mon pays. Et quand on nous a amenés se promener un peu partout, je voyais le beau paysage du Rwanda et je n'arrivais pas à croire que c'est moi qui a un pays qui est si beau comme ça, dont je ne connaissais pas bien avant. Mais le bilan est moins flatteur en ce qui concerne les libertés publiques, l'ouverture démocratique et l'alternance politique. Les partisans n'ont pas d'arguments solides. Ils utilisent des prétextes, car lors de la gouvernance du président Habyarimana, il y avait également cette attitude propagandiste. Les gens lui attribuaient tous les qualificatifs. Les pro-Kagame s'inscrivent actuellement dans cette dynamique et ce n'est pas bon. Réélu en 2015 après un quinquennat, l'homme a remporté sans grande surprise la présidentielle de 2017. Il exerce désormais un mandat de 7 ans, une réélection rendue possible par une réforme constitutionnelle qui lui permet de se maintenir au pouvoir jusqu'en 2034. Brice Nzamba, nous parlons du président rwandais Paul Kagame.
Un homme qui, avant de devenir président de la République, en 2000, a été ministre de la Défense de 1994 à 2000. Makiza, expérimenté à l'école de Yoweri Museveni en Ouganda, on va dire quoi? La trajectoire de l'homme, la trame de vie de l'homme imprime sa gouvernance. Écoutez, je pense que chaque chef d'État est avant tout le produit de son parcours. Des lieux qu'il a fréquentés, où il a eu l'éducation, sa formation professionnelle. En l'occurrence, nous avons un militaire qui est un homme qui est donc habitué à la discipline, on va dire. Et je pense que la manière que le président Kagame gère l'État du Rwanda est quelque peu, il y a un management de l'État qui me semble, ça avoisine un peu le management qu'on pourrait faire d'une armée, quelque part. C'est-à-dire qu'il y a une discipline, il y a des institutions qui sont précises, chacun doit jouer un rythme bien précis dans le cadre d'un concert dont lui, il assure l'organisation globale. Donc il y a ces managements-là qui tient de l'homme, qui tient de son parcours, qui tient de sa formation, mais vous me direz qu'il y a aussi des chefs d'État en Afrique qui sont aussi des militaires, oui, mais pourtant on ne voit pas la même chose. Donc c'est-à-dire qu'il faut ajouter à cela un supplément d'âme. C'est-à-dire que dans la méthode Kagame, il n'y a pas... Voilà, il y a le supplément d'âme qui se trouve dans sa vision. C'est un homme qui a une certaine idée du Rwanda et qui progressivement essaie de réaliser, de concrétiser cette idée dans la matière. Donc ce n'est pas les discours, ce n'est pas les dictons, ce n'est pas pardon, les slogans, c'est plutôt l'action. Donc après, je dirais que tout n'est certainement pas parfait. D'ailleurs, où est-ce que tout est parfait? C'est ça, où est-ce que tout est parfait? C'est très important. La remarque, 4 août 2017, il se fait réélire avec le score qu'on connaît. Et face aux critiques, il dit, face aux critiques des Occidentaux, il dit, je le cite, l'Occident parle beaucoup de liberté et donne des leçons sur ce sujet. Mais le fait d'imposer aux gens la façon dont ils devraient vivre leur vie revient justement à nier la liberté. Oui, mais ce qu'il faudrait dire, c'est que le Rwanda a une histoire. Il faut comprendre cela. Il faut savoir que le Rwanda, en tout cas le Rwanda tel que nous le connaissons maintenant, vient quand même d'un génocide. Il y a eu un état de catastrophe générale, une vraie catastrophe. Ce n'est plus un pays ordinaire. Donc ce n'était plus un pays ordinaire. Et qui aujourd'hui, grâce au travail qui est fait, est en train de redevenir un pays ordinaire, comme tous les autres États, mais à la différence, c'est que ces pays se trouvent en Afrique et se démarquent des autres pays africains. Mais seulement, pour revenir à ce que vous disiez, il faut savoir que chaque pays, par rapport à sa culture, par rapport à son histoire, doit trouver le modèle qui lui convient le mieux pour exprimer et expérimenter sa démocratie. Il n'y a pas de modèle universel de démocratie. En revanche, les principes démocratiques sont applicables partout. Et chaque État, chaque pays doit trouver comment habiller ces principes en droite ligne avec sa culture et son histoire. Et je pense que le Rwanda est, me semble-t-il, en train d'expérimenter une autre façon d'être en rapport de mettre en rapport les principes démocratiques. Et j'insiste, tout n'est pas parfait, mais où tout est parfait. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut juger un État selon son âge historique, selon son parcours historique et selon les contradictions que ces pays doivent résoudre. Voilà, les contradictions internes. Parce que les institutions sont faites avant tout pour résoudre les contradictions internes d'un pays, pas pour copier les institutions de l'extérieur. La manière qu'un État doit être géré, la manière que les institutions d'un État doivent fonctionner, ça a toujours été dans tous les États dignes de ce nom, comme une réponse pour résoudre les contradictions de la société. Et il en est tellement convaincu qu'il dit « Je me moque éperdument de ce qu'on pense de moi et d'ailleurs, je ne conseille à personne de se mêler des affaires internes du Rwanda. » Kewin Maïzo. Seulement, voilà, nous l'avons vu, un opposant rwandais dans l'élément qui est passé, qui dénonce une gestion autoritaire du Rwanda. Comment trouver là l'équilibre? Le cas rwandais nous plonge au cœur de la problématique du discours de la Baule où on dit pas de développement, pas d'émergence possible sans démocratie, sans respect des libertés, sans respect des droits de l'homme. Là, vous avez un pays qui est sur la bonne voie, disent les économistes, en termes économiques, et qui est dénoncé, et dont la gouvernance politique est dénoncée par l'opposition. Je crois que le problème du Rwanda ne se limite pas qu'à la gouvernance politique. Le problème du Rwanda, c'est qu'il y a beaucoup de communication. Les chiffres économiques du Rwanda dont on parle tant, c'est des chiffres généralement falsifiés. Imaginez-vous
que dans beaucoup de structures, dans beaucoup de statistiques, on met le Rwanda en matière de pauvreté, pardon, de taux de chômage, au même niveau que l'Espagne. Où est le sérieux? Non. Regardez les statistiques de la Banque mondiale. Mais justement, c'est parce qu'il y a beaucoup il y a des pans de l'économie qui ne sont pas pris en compte. Vous savez, vous, qu'il y a plus de chômage en Allemagne qu'il y en a au Cameroun. Bon, cela démontre... Si on s'en tient cela démontre tout le sérieux qu'il y a dans ces statistiques. Vous savez, par exemple, le cabinet OPM, le cabinet britannique, ne veut plus suivre le Rwanda dans cette histoire de propagande. Pour le Rwanda, il y a beaucoup de communication qui ne cadre pas avec la réalité. Nous savons tous que le pays a traversé une situation difficile. Oui. Avant le génocide, on appelait le Rwanda la petite Suisse. Ça, beaucoup de gens l'oublient. Après le génocide, il fallait se reconstruire. Ça, c'est un fait. Mais on n'a pas besoin, pour se reconstruire, de mentir ni de falsifier les chiffres. Voilà, tout simplement. Mais le résultat est là, la réalité visible. Vous allez nous dire, monsieur Mouizerwa, prenons des cas concrets. Quand vous allez à Kigali, qui est la porte d'entrée au Rwanda, nous avons vu dans l'élément, et ceux qui ont visité le Rwanda le disent et en sont étonnés, la ville est extraordinairement propre, le Rwanda est extraordinairement discipliné. D'où est-ce que cela vous vient? Tout d'abord, je tiens à souligner que notre cher ami ici dit que les chiffres sont falsifiés. On voit bien que dans ce cas-là, si les chiffres sont falsifiés, le FMI aussi est un menteur, la Banque mondiale aussi est une menteuse. Parce qu'ils ont affirmé que le Rwanda produit du coltan qu'il n'a pas. Mais ça, c'est vous qui le dites. Non, c'est pas moi. Il y a des statistiques. On ne va pas polémiquer concrètement. La Banque mondiale a qualifié le Rwanda comme un grand producteur de coltan qu'il n'est pas. L'intérêt de ce débat, c'est que ça puisse être un débat. Vous avez eu la parole, j'aimerais bien avoir ma parole. D'accord. Merci. Donc, concrètement, la question sur laquelle vous étiez en train de me poser, quand je pars au Rwanda, moi, les choses, je les vois de mes propres yeux. J'ai beau retirer les lunettes, c'est toujours la même réalité que je vois. Je vois un pays qui avance, une population qui a de l'espoir, parce que comme nous disait ici Maître, Kagame a su donner une vision du long terme. Et cette vision a permis de donner aux Rwandais un espoir. Et justement, quand on va au Rwanda, on peut voir des personnes qui étaient dans la pauvreté, il fut un temps, puisque je tiens à souligner que la pauvreté a quand même baissé de 44% entre 2011 et 2014. Des chiffres qui sont faux? Non, pas de 44%. C'est passé de 44% à 39%. Oui, de 2000, c'est bien ce que je dis. Une baisse de 44% d'abord jusqu'en 2011 et ensuite 39% jusqu'en 2014. Donc concrètement, nous on voit ça. On voit des gens qui étaient à l'époque de simples villageois, excusez-moi du terme, qui à l'heure actuelle ont pu monter des entreprises, des petites entreprises, certes, mais bien sûr, parce que la croissance, certes, il fut un temps, c'était une croissance qui était effectuée par le gouvernement. Mais maintenant, on cherche une croissance endogène. Ce que on voudrait comprendre, parce que nous allons faire tout à l'heure le parallèle pour comprendre le fonctionnement des sociétés du point de vue culturel, anthropologique. Quand vous allez au Rwanda, les gens ont-ils peur? Les analyses, vous avez beaucoup d'analystes aujourd'hui, qui disent que c'est la peur du gendarme qui fait que effectivement les gens ne jettent pas des objets dans la rue, les gens balayent leur rue. Il y a des jours même où vous devez absolument entretenir votre quartier. Ça s'appelle mais bien sûr, mais bien sûr. Mais est-ce que vous faites tout ça, les gens font tout ça de façon libre ou bien c'est sous l'effet de la contrainte? Mais justement, vous avez dit que j'étais un pro-soutien à Kagame. C'est ça. Sauf que moi, je suis quelqu'un d'objectif. D'accord. Je vais au Rwanda. J'ai commencé à repartir au Rwanda en 2010. J'ai questionné plusieurs personnes de mon entourage en leur demandant qu'est-ce que vous pensez, dites-moi les choses, c'est entre famille, etc. Donc, je me suis rendu compte que cette peur du gendarme que vous appelez, ce n'est pas une peur du gendarme. C'est des analystes. Oui, mais parce que c'est vous qui l'avez dit. C'est pour ça que je dis ça. C'est pas une peur du gendarme. Mais ce n'est pas une peur du gendarme. C'est justement, on sait d'où on vient, on sait ce qu'on a connu. C'est justement, le fait est qu'on veut rester dans une continuité où il y a un certain développement. Et le travail communautaire que vous étiez en train de me dire, on l'appelle Umuganda. Ça, c'est un travail qui n'est pas obligatoire. Ça, on le fait parce qu'on aime notre pays et
Si ce n'est pas les Rwandais qui développent leur pays, qui le fera à leur place? Si c'est pour avoir des tutelles étrangères dans notre pays, non. Nous, on préfère travailler de nous-mêmes. Tout ça est librement, c'est librement fait, c'est convaincu que vous adonnez, donc vous accompagnez et que vous adhérez au programme de développement. Il y a un autre élément qu'il faut que vous nous expliquiez. En venant dans cette émission, je rencontre un ami qui n'est pas rwandais, qui, au Rwanda, au détour d'un contrôle de routine, tend un billet à un policier. Et choqué, le policier l'embarque. Bien sûr, bien sûr. Parce que concrètement... D'où est-ce que ça vient, ça? Ça, c'est une politique aussi qui a été insufflée par Kagame. On s'est dit justement, pour pouvoir monter des institutions fortes, il faut d'abord que la corruption soit bannie. Certes, il y a une corruption qui aurait pu exister au plus haut échelon de l'État ou des institutions, mais il faut aussi commencer par le faire en bas. Et concrètement, l'exemple que vous êtes en train de me dire, c'est quelque chose que moi-même j'ai vu de mes propres yeux avec un touriste russe. Vous voyez, le blanc, en Afrique, on peut le considérer un peu supérieur aux autres personnes. Sauf que le policier l'a embarqué parce que lui, il a tendu un billet dans un passeport pour justement être soustrait de la pénalité qu'il devait avoir. Donc, oui, au Rwanda, la corruption est une chose qu'on veut bannir, puisque tout le monde est convaincu de ça, tout le monde adhère à cette lutte, à la lutte contre la corruption. Mais bien évidemment. Dites-vous, on reviendra tout à l'heure encore sur les ressorts sociologiques de cette société qui visiblement commence à inspirer. Brice Nzamba, on l'a dit tout à l'heure, l'homme est militaire. Les rues de Kigali sont propres. Vous allez dans certaines capitales africaines, c'est inacceptable. Les gens jettent n'importe comment. Et dirigé par des militaires. Justement, d'où la question. Comment se fait-il que ça marche ailleurs et pas du tout dans d'autres capitales? Écoutez, moi je pense qu'il y a aussi le souci il y a un lien de confiance en fait. Je pense que le lien de confiance est très important pour toute bonne gouvernance. Parce qu'à partir du moment où les populations ont confiance aux dirigeants et que l'éducation aussi s'est faite, parce qu'il y a aussi cet aspect qu'il faut prendre en compte, il y a donc la crainte de la loi. Moi, à défaut de parler de la crainte du gendarme, je comprends ce que ça veut dire derrière, mais la vraie crainte est plutôt la crainte de la sanction, de la loi. Puisqu'on se dit qu'aujourd'hui, si je veux entreprendre au Rwanda, je suis tenu de respecter les règles. Alors, si je suis quelqu'un qui aime la facilité il qui aime bien la corruption pour il ne faut pas aller au Rwanda. Donc pourquoi? Parce que précisément, il y a un climat, un environnement d'affaires qui est propice. Pourquoi c'est que cet environnement d'affaires est propice? Précisément parce que la règle de droit est respectée. Parce qu'on sait qu'on peut faire respecter la loi si jamais on a des obstacles ou des obstructions devant soi. On peut saisir des juridictions. On sait qu'on peut entendre le droit être dit à sa faveur quand on a raison. Et c'est précisément cet environnement qui crée la confiance. Mais la confiance entre les citoyens et les dirigeants génèrent des institutions fortes. Et les institutions fortes génèrent des rapports d'égalité avec d'autres États. Donc c'est un cercle vertueux. Donc ce qui fait que dans un État, quand le lien de citoyenneté est fort, quand les citoyens peuvent faire confiance aux dirigeants, les institutions se renforcent. Quand les institutions se renforcent, l'État devient fort vis-à-vis d'autres États et peut parler d'une voix je dirais d'une voix libre et autonome vis-à-vis d'autres États. C'est ce que nous voyons avec le Rwanda. Le Rwanda aujourd'hui peut imposer son agenda à la France. On a vu avec la francophonie. Avec la francophonie, un État qui avait quand même quitté la francophonie et qui revient en étant dirigeant et chef de la francophonie. On comprend que c'est un État qui a une vision, qui sait imposer sa vision aux autres États. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà une discipline intérieure qui renforce l'État. Voilà, il y a une respectabilité intérieure qui réjaillit sur l'extérieur. Mais je viens à vous tout de suite. Vous êtes avocat, vous allez nous expliquer, c'est très important, la question de la propreté. La propreté des villes, la discipline. Mais la propreté... Non, ce que je veux dire, c'est que des militaires, des chefs d'État militaires l'ont déjà expérimenté de par le passé. Sankara le faisait au Burkina Faso avec, je crois, mais mercredi, tous les Burkinabés devaient aller nettoyer leur quartier. Ils sont même contraints de faire le sport. Je remarquerai que Sankara n'était pas un démocrate, Sankara. Non, mais ça c'est une autre... Mais c'était quelqu'un qui aimait son pays. Histoire. Alors, Grobet Gueye, dans les années 2000... obligeait les Ivoiriens à nettoyer devant leur maison. Mais Mathieu Kérékou l'a essayé pendant la Révolution, aussi au Bénin. La question c'est, est-ce qu'on limite
les libertés publiques en contraignant les gens à maintenir propre leur lieu de vie. Voilà, en fait, c'est qu'il faut... le piège, c'est lequel? C'est-à-dire que si on entre dans le tout-juridisme, on dira qu'une personne, l'État, ne peut pas contraindre à des populations, sauf dans le cas d'une réquisition. C'est-à-dire que l'État peut requérir les populations à des tâches d'intérêt public. Hein, dans un cadre bien réglementé, c'est possible juridiquement. Voilà. Mais moi, vous fait obligation de maintenir l'État peut requérir une population pour des tâches d'intérêt public. Mais il faut que ça soit justifié, il faut que ça soit précisé dans une durée bien précise et les personnes réquisitionnées indemnisées. Donc il y a tout un régime juridique qui doit organiser cela. C'est possible. Bon, ça c'est le point sur le plan juridique. Maintenant, il y a aussi l'apprentissage, je dirais, aux libertés. Ça, c'est important. Parce que nous aimons souvent le discours de La Baule, hein, du président Mitterrand. Mais nous oublions souvent que dans ces discours, le président Mitterrand avait dit à l'époque qu'il est important pour déjà qu'il y ait un État, ensuite qu'il y ait un développement et enfin qu'il y ait un apprentissage des libertés. Oui. Bon, cela ne doit pas nécessairement être fait dans cet ordre, ça peut se faire de façon concomitante. Donc c'est pour dire que les populations, parfois c'est la contrainte qui génère la vertu. Et je dirais même que souvent... À propos du Rwanda, il faut préciser quelque chose de très important. Vous avez parlé des ressorts sociologiques. Parce que cette affaire de propriété au Rwanda ne date pas d'aujourd'hui. Je vous ai dit qu'à l'époque d'Abiyarimana, on appelait le Rwanda la petite Suisse. Donc il faudrait plutôt chercher ça dans d'autres raisons, pas juridiques, pas Paul Kagame, non. Il faut d'abord dans la culture rwandaise. On appelait ce pays la petite Suisse et on sait ce que ça signifie, c'est en Europe la Suisse. Oui, mais il faut quand même préciser qu'un pays peut partir d'un point positif pour dégrader après. On est d'accord. Voilà. C'est-à-dire que il n'y a pas de voilà, c'est ça. C'est-à-dire que cela n'enlève en rien la circonstance que au temps de Juvenal Abiyarimana, il y avait la propriété. Ça n'enlève en rien. Mais ce que je veux dire, c'est que le rapport à la propriété va de pair avec le rapport du sentiment que chacun fait de sa propre dignité. C'est ça. Ça a un lien. Hein. Ça a un lien intrinsèque. Plus on a le sentiment de sa dignité, plus on ne supporte pas de vivre dans la saleté. C'est lié. Plus on n'a rien à faire de sa propre dignité, plus on peut accepter de vivre dans la saleté. Parce que ça ne pose aucune contradiction interne. Voilà, parce que plus quelqu'un se sent digne de lui-même, plus il est exigeant avec lui-même et avec les autres, plus il exige la propriété dans son environnement. Mais quand Brice disait tout à l'heure là à propos d'avoir des visions pour la francophonie, c'est juste une précision. Si Mme Mushiki Wabo s'est retrouvée à la tête de la francophonie, ce n'est pas parce que le président Kagame avait une vision, c'est tout simplement parce que le président Macron sait quel rôle le président Kagame joue dans la région du Grand Lac. Par rapport au pillage de la RDC, donc il fallait... Après une coup de pause, tout de suite.